Rangoon, 12 mai. Il y a 10 jours que le cyclone Nargis a frappé le pays. 10 jours. C'est le temps qu'il nous a fallu pour obtenir un visa de tourisme et réussir enfin à entrer dans le pays. Aujourd'hui encore, la Birmanie est interdite aux journalistes. Dans les rues de Rangoon, la vie semble avoir repris son cours normal. L'électricité n'est toujours pas rétablie, mais l'armée a nettoyé les rues et fait enlever les milliers d'arbres abattus par le cyclone. Dans les embouteillages, des vendeurs ambulants proposent cigarettes, journaux locaux, mais aussi la nouveauté du moment, le DVD exclusif du cyclone. Le DVD du cyclone? Combien? 1000 kyat, $1. Et voici son contenu, des images rares, filmées le plus souvent clandestinement par des Birmans au cœur du cyclone. Des vents qui soufflent à 240 km/h, des trompes d'eau, et dans les régions du delta, un raz-de-marée qui dévaste tout sur son passage. Au lendemain du drame, ces images montrent l'ampleur des destructions. Les caméramens amateurs ont filmé les survivants hagards devant leur village en ruine et leur vie dévastée. L'ouragan s'est abattu sur une région qui compte plus de 20 millions d'habitants. Il y a eu des dizaines de milliers de morts. Selon l'ONU, il y aurait aujourd'hui 2,4 millions de sinistrés. Sans abri, sans médicaments et sans rien pour reconstruire. Isolés sur des bouts de terre, dans ce qui fut le grenier aride de la Birmanie. Mais aujourd'hui, il est impossible de connaître l'étendue réelle du désastre. Depuis des semaines, aucun étranger n'est autorisé à se rendre sur place. Le peuple birman vit une tragédie cachée au reste du monde. Pour savoir ce que sont devenues les victimes du cyclone, seule solution, quitter Rangoon et s'enfoncer dans la campagne birmane. Le cyclone Nargis a ravagé le sud du pays, la région du delta de l'Irrawaddy. Là, dans son sillage, il a provoqué un raz-de-marée qui a littéralement recouvert la région. C'est donc là qu'il faut se rendre, pour comprendre la tragédie que vit le peuple birman. Mais la zone est interdite aux étrangers. Nous louons une voiture et un guide, prêt à nous accompagner malgré les risques qu'il court. Nous tentons de passer par l'une des 3 routes qui relient Rangoon au delta de l'Irrawaddy. À 30 km de la ville, les militaires ont établi un premier barrage. Notre voiture est arrêtée. Pendant qu'un policier relève les identités du chauffeur et du guide, les militaires étudient mon passeport. L'attente se prolonge. Elle va durer 10 minutes.
Tu crois que c'est possible de négocier, de proposer de l'argent? Non, ce n'est pas possible. Je leur ai parlé d'argent, mais ça les a énervés. Pour vous, les étrangers, ce n'est pas possible de passer. Pour passer, il faut que vous demandiez une autorisation au ministère de la Défense. Sinon, vous ne pourrez pas passer. 3 jours de suite, nous allons tenter de passer les barrages, sans succès. De retour à Rangoon, une solution s'impose. Faire venir de Paris une journaliste d'origine asiatique. Elle s'appelle Tiali, elle va se déguiser en birmane. Habillée de la tenue locale et le visage couvert de Tanaka, le maquillage traditionnel, elle va tenter de descendre dans le sud du pays. Un chauffeur et un guide vont l'aider. Vous ne verrez pas leur visage. En aidant une journaliste française, ils risquent la prison. À la sortie de Rangoon, un premier barrage. Un policier soupçonneux les interroge. Le guide lui explique que Tiali est sa sœur, qu'elle est sourde et muette et qu'elle a oublié sa carte d'identité. Les ficelles sont un peu grosses, mais ça passe. Notre équipe va ainsi franchir tous les autres barrages jusqu'au sud de Phiaphon, sans aucun incident. Après 20 km de route, elle découvre enfin ce que la junte birmane veut cacher. Des centaines, des milliers de personnes, amassées au bord de la route, attendant qu'on leur vienne en aide. Ils ont tout perdu. Comme cette femme. Tous les jours, elle marche 2 heures pour s'asseoir au bord de la route et recevoir de quoi nourrir ses 2 enfants. Toutes les maisons et les rizières de son village ont été détruites. Vous dormez où la nuit? Au monastère. Où est le père du bébé? Il n'a plus de vêtements. Au monastère, un moine lui a prêté une robe, mais il n'ose pas sortir avec. On n'a pas d'aide. Je ne peux pas reconstruire ma maison. Pour la nourriture, je viens ici tous les jours. Seule solution pour subsister, mendier au bord de la route. Venez par ici, s'il vous plaît. Face à l'inertie de la junte birmane, la population se mobilise pour aider les victimes. Ce sont des gens des grandes villes qui donnent. Et nous distribuons bénévolement. On distribue surtout du riz, des couvertures, du savon et de l'huile. Je viens de Mazadé. J'ai fait 9 km à pied pour venir aider les gens. Doucement! Il y en aura pour tout le monde. Ne vous battez pas. Asseyez-vous, je viens. En Birmanie, la population a pour coutume de nourrir ses moines en leur faisant des offrandes. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les moines viennent au secours de la population, signe de l'ampleur de la catastrophe. Quand vous avez eu votre part, vous pouvez partir. Plus notre équipe descend dans la région de l'Irrawaddy, plus elle découvre une population en exode. Une file ininterrompue d'hommes, de femmes et d'enfants qui attendent qu'on les aide. Tous les jours, des particuliers et des entreprises privées sillonnent la route avec des camions de vivres. Sans eux, la plupart des rescapés ne pourraient pas se nourrir. Ici, ce sont des jeunes venus de Rangoon. Ils se sont organisés entre amis pour venir jusqu'ici avec l'aide de leur employeur. À Rangoon, on collecte de l'argent. Et avec, on achète de la nourriture et des vêtements.
Et ensuite, on va répartir tout ça dans les sacs pour les distribuer. Priorité aux personnes âgées. Des jeunes solidaires et engagés, mais qui n'osent pas parler de l'attitude de leur gouvernement. Vous êtes au courant qu'il y a des aides internationales? Je préfère ne pas répondre. Mais aujourd'hui, la solidarité et la générosité des Birmans ne suffit plus. Voilà ce qu'un donateur a filmé depuis son camion lors d'une distribution de nourriture. Trop de sinistrés, pas assez d'aide, une vérité qui dérange les autorités. Selon les ONG, seuls 20% des rescapés auraient accès aux dons. On est impuissants, on n'a plus rien. Tout ce qu'on attend, c'est de l'aide. On veut de l'aide, qu'elle soit privée, gouvernementale ou internationale. Cette route est devenue le seul lien des sinistrés avec le monde extérieur. C'est grâce à elle qu'arrivent les aides. C'est donc là que les sans-abri se sont installés. Avec ce qu'ils peuvent, ils construisent des abris de fortune. Les bidonvilles poussent au bord de la route. Ici, 5 familles vivent ensemble sous la même tente. Il y a combien d'enfants ici? 20 enfants. Des enfants sont morts de froid quelques jours après le cyclone. Vous avez reçu des médicaments? Non, pas encore. La route est bonne. On ne comprend pas pourquoi les médicaments n'arrivent pas. Les voilà. Les autorités birmanes parlent de reconstruction, mais dans les faits, c'est rarement le cas. Dans ce village, au sud de Phiaphon, seules 20 maisons ont été reconstruites sur les 426 qu'ils comptaient auparavant. La saison des pluies est déjà là. L'urgence aujourd'hui, c'est de reconstruire. Personne n'a le temps de faire son deuil. Ici, 83 personnes sont mortes et 37 sont toujours portées disparues. Quand l'eau est arrivée, la famille de mon beau-frère a perdu 5 personnes. Lui, il a perdu son père, sa mère, sa petite sœur et son petit frère. On était en famille. J'avais mon petit frère de 3 ans dans les bras. On a été embarqué par l'eau. On a été emporté très loin. Je ne voyais plus rien. On était sous l'eau. Une vague a emporté mon petit frère. Je ne pouvais plus le retenir. Le lendemain, j'ai cherché les corps, mais je n'ai trouvé personne. Notre journaliste Tiali décide de passer la nuit à Phiaphon pour descendre le lendemain plus au sud dans le delta. À l'entrée de la ville, un camp de tente du gouvernement. Abrite-t-il réellement des réfugiés? Impossible de le savoir. Elle ne peut pas s'arrêter. Le camp est gardé par des militaires. Mais le voyage va s'arrêter là. À Phiaphon, le soir, la police contrôle l'hôtel où l'équipe est descendue. Le guide craint pour sa sécurité. La journaliste prend la décision de rentrer sur Rangoon dès le lendemain. Pendant ce temps, à la télévision,
la chaîne officielle birmane diffuse en boucle les mêmes images. Des généraux visitent des camps modèles et des réfugiés sont alignés au garde à vous. Dans le canton de Dédaillé, le généralissime Tan Shui a été accueilli et salué par le général Soneng, au nom du peuple sinistré. Toujours aucune image des sinistrés du delta. Je décide de tenter à nouveau d'atteindre ces zones interdites. Après 2 jours d'attente, finalement, des Birmans se proposent de me faire passer clandestinement. Un rendez-vous est fixé dans la banlieue de Rangoon. Les passeurs sont en train de charger une camionnette de vivres pour les rescapés du cyclone. Ils nous demandent 1 000 $ pour le passage. C'est le prix à payer pour les risques qu'ils prennent en nous faisant passer. Il ne reste plus qu'à se glisser dans la cache aménagée derrière les caisses de marchandises. Durant tout le trajet, un des passeurs reste assis à l'arrière du camion, au cas où un militaire voudrait fouiller. Après une vingtaine de kilomètres, premier contrôle. Il faut se cacher sous une bâche et attendre. Par chance, le convoi n'est pas arrêté. Nous allons ainsi passer sans aucun incident les 5 contrôles qui interdisent l'accès aux zones sinistrées du delta. Après 5 heures de route, le convoi stoppe au-dessus d'un pont. Les passeurs ont tout préparé. Un bateau nous attend. Il va nous emmener au cœur du delta de l'Irrawaddy, dans la région que les militaires birmans veulent cacher au monde. Pendant des heures, nous descendons l'un des bras du fleuve Irrawaddy. Mais pour accéder au village dévasté, il faut s'engager dans l'un des innombrables petits canaux qui irriguent la région. Ici, le cyclone a tout détruit sur son passage. Des cadavres de buffles pourrissent dans l'eau. Partout, une odeur de décomposition et de pourriture. Une odeur de mort. Un peu plus tard, au détour d'un canal, une immense bâtisse en ruine. C'est un monastère. C'est la première fois que les moines voient des étrangers venir ici. Ils veulent nous montrer les ravages du cyclone. Est-ce qu'il y a eu des morts ici? Ici, dans le village, il y a eu entre 60 et 70 morts. On a eu de la chance, on s'en est sorti vivant. L'eau est montée jusque-là. On a vraiment eu de la chance. En partant,
notre guide distribue de la nourriture. Il a apporté avec lui des caisses remplies de paquets de nouilles déshydratées. Tout au long du voyage, il va les distribuer aux villageois. Après 6 heures de bateau, nous atteignons l'un des villages isolés du delta. Les habitants sont surpris. Depuis le cyclone, personne n'était encore venu jusqu'ici. Le guide leur explique pourquoi nous sommes là. À son retour, ce journaliste va montrer votre situation au monde extérieur. L'homme au chapeau est le chef de la communauté. Accompagné des autres habitants, il nous emmène dans son village sinistré. Un village de 1300 personnes. Des maisons détruites, des habitants hagards. Certains sont visiblement en état de choc. De cette maison, tous les murs se sont envolés. Il ne reste que les meubles et cette petite fille. Le cyclone a provoqué un mini raz-de-marée qui a recouvert toute la région. Quelle était la hauteur de la vague? La vague? Elle faisait près de 4 mètres. L'eau a dépassé ces arbres. Elle est arrivée jusqu'à notre maison. L'eau était pleine de sable et de bouts de bois. La vague a percuté la maison et l'a emportée là-bas. Beaucoup de femmes et d'enfants sont morts ici. Il leur suffisait d'avaler 3 gorgées d'eau et c'était fini pour eux. Ici, ce sont surtout les femmes et les enfants qui sont morts. Au milieu du chemin, des bâches de plastique dans lesquelles les villageois ont mis en commun leurs réserves de riz. Ils le font sécher. Ce soir, on ne va manger que ça. Il n'est plus très bon, mais on va le manger quand même. Le village est coupé de tout. Ce riz, c'est tout ce qu'on a pour survivre. Dans quelques jours, quand nous serons en pleine saison des pluies, il ne restera plus rien. On ne sait pas comment on va réussir à survivre. Vous avez reçu de l'aide du gouvernement? Non. Pour l'instant, aucune aide du gouvernement. Rien du tout. Les habitants veulent nous montrer un autre village. Nous traversons leurs rizières, aujourd'hui submergées par l'eau salée. Elles sont inexploitables. Le village auquel ils nous amènent a été complètement détruit. Ici, aucun arbre pour protéger, aucune barrière naturelle. Les maisons ont été soufflées par le cyclone. La plupart des habitants sont morts ou disparus. Les survivants sont en état de choc. Il n'y a plus rien. Avant, c'était un village. Maintenant, c'est un cimetière. Ma mère et moi sommes les seuls rescapés de toute ma famille. Et maintenant, comment vous voyez votre avenir? Il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'a nulle part où aller.
Si une nouvelle vague arrive, on s'assiera ici et on attendra. Ensuite, le chef du village nous entraîne vers l'un des rares bâtiments encore debout. L'école, transformée en refuge. Là, ce sont les rescapés du cyclone Nargis. C'est le refuge du village pour tous les sinistrés. Et il y a combien de personnes ici? Il y en a 300. Asseyez-vous les enfants, ce sont des amis. Ultime espoir pour ces sinistrés, le gouvernement birman a finalement déclaré, sous la pression de l'ONU, qu'il laisserait passer les ONG étrangères dans le delta. Dans ces villages isolés dans la région, il serait aujourd'hui plus de 2 millions de réfugiés à attendre de l'aide. Une aide qui ne vient toujours pas.